Les héros ne meurent jamais, peut-on lire sur l'immense banderole. Le 1er mars 2015, aux abords directs du Kremlin, Moscou est le théâtre d'une manifestation comme il n'y en a plus eu depuis la fin de l'Union soviétique. Des dizaines de milliers de personnes sont dans la rue pour rendre hommage à Boris Nemtsov. Le plus célèbre opposant politique du pays a été assassiné ici, à quelques pas de la résidence officielle de Poutine. Le 27 février, vers 23h30, Boris Nemtsov et sa compagne traversent la place Rouge en direction du sud. Ils empruntent le grand pont de la Moskova, au sud-est du Kremlin. Au niveau de la tour Beklemishevskaya, le premier coup de feu déchire le silence de la nuit et frappe l'homme dans le dos. 5 autres balles suivront. Ainsi mourut Boris Nemtsov, au pied des murailles du Kremlin. Quel autre assassinat que celui de Boris Nemtsov aurait pu provoquer un électrochoc généralisé parmi les libéraux, les conservateurs, les dirigeants et les opposants au régime? Il faudrait être complètement illuminé pour aller exécuter quelqu'un sur la place Rouge, à moins d'avoir le feu vert du Kremlin. Une semaine plus tard, les premiers suspects sont arrêtés. Il s'agit de 5 hommes, tous de Tchétchénie. Zahour Dadaïev, le tireur présumé, est officier et fait partie d'une unité d'élite tchétchène. Dans un premier temps, il avoue le meurtre. À ma connaissance, Zahour Dadaïev était dans un premier temps passé aux aveux, avant de se rétracter officiellement après un entretien avec ses avocats, soi-disant mandatés par un parent. Il y a fort à parier que c'est plutôt la République de Tchétchénie qui les avait mandatés. Le président tchétchène, Ramzan Kadyrov, connaît personnellement le meurtrier présumé. Sur Instagram, il écrit « J'ai toujours vu en Zahour un vrai patriote russe. Je suis intimement convaincu qu'il était fidèle à la Russie, qu'il était prêt à donner sa vie pour sa patrie. » Boris Nemtsov, lui, a donné sa vie pour faire de la Russie un état de droit libre et démocratique. À quoi sert ce meurtre si ce n'est à faire la démonstration que personne n'est intouchable? On tue qui on veut, quand on veut. Il avait 23 ans et moi 26 quand nous avons fait connaissance. On s'est rencontrés à la cantine en faisant la queue, pas très romantique. Boris est entré et tout le monde est tombé instantanément sous son charme, les filles à côté de moi du moins. On ne voyait que lui avec ses yeux en amande. Il avait une abondante tignasse et il était barbu. On était époustouflés par sa beauté. Il était très grand en plus. Gorki, aujourd'hui Nijni Novgorod, se trouve à 400 km à l'est de Moscou. C'est ici que Boris Nemtsov vit dans les années 70. Après avoir obtenu son baccalauréat avec mention, il étudie la radiophysique à l'université de la ville. À 26 ans, il soutient sa thèse de doctorat. Il était très engagé dans ses recherches. Et ça le passionnait tellement qu'il en parlait tout le temps. Il me racontait tout ce qu'il faisait, la thèse qu'il était en train de rédiger, l'idée qu'il venait d'avoir. Il ne parlait que de science. Voici des images de 2003. Boris Nemtsov est à Nijni Novgorod pour parler de son enfance et de sa jeunesse dans une émission télévisée. Да тут, так откровенно говоря, жило в лучшие годы жизни 7 человек. Вот обращаешь внимание, вот на этой территории, сколько здесь метров, мам? 20, 28.
Полезной площади. На 28 метрах жило 7 человек. Перечисляю. Мамочка моя. Самая первая. Самая первая, да. Которая нас вывезла из Сочи в эту квартиру. Мама, Юля, моя сестра, я, ее муж. Только. И их сын Толя. Твоя Рая и Жанна. Рая и Жанна. Хорошая история. 7 человек. А я могу показать место, где я написал диссертацию. Вот это вот кухня. Обширная такая. Площадью 6 квадратных метров, я думаю. Но это фигня. А часть диссертации я писал вот здесь, например. Вот заходите, заходите. Вот здесь вот. Это вот было такое кресло. Собственно, вот оно, да? То есть, и вот здесь вот спокойненько сидишь, пишешь. Никто тебе не мешает, все классно. Я любила спорт. Боря тоже любил J'aimais le sport, et lui aussi. Он в этот момент увлекся Il adorait surtout le tennis. Et il m'avait demandé de jouer avec lui. Пригласил меня играть. Все ученые в НИРФИ. Tous les chercheurs de l'Institut de recherche radiophysique aimaient les balades en montagne, le ski, le surf et le tennis. Boris me poussait à courir et à faire des tractions. Un jour où on courait ensemble dans la forêt, on est tombé sur un groupe de chercheurs de l'Institut en train de faire des tractions. Ils lui ont lancé « Tu ne peux quand même pas obliger une jolie fille comme elle à courir ?» J'ai réussi à faire 3 tractions. Il a dû en enchaîner 30 ou presque. Il était très athlétique. En 1932, Nijni Novgorod est rebaptisé Gorki par Staline. Comme bien d'autres villes, Gorki est interdite aux étrangers. En 1980, elle acquiert néanmoins une renommée mondiale. L'Union soviétique y a envoyé ses plus grands dissidents, notamment le plus célèbre physicien du pays, père de la bombe à hydrogène soviétique et prix Nobel de la paix, Andreï Sakharov. Boris Nemtsov réalise une interview mémorable avec lui. Les deux physiciens discutent des dangers d'un projet de centrale atomique à Gorki. Sa construction traîne depuis déjà 10 ans. Mais en 1986, un événement marque les esprits de chaque habitant de la ville. Cette année-là, la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire se produit à Tchernobyl. Elle fait plus de 4000 morts. Cet événement a déclenché les premières manifestations à Gorki contre la centrale nucléaire. La mère de Boris était parmi les manifestants. Je n'arrêtais pas de dire à Boris, « Boris, tu es radiophysicien. » Il me répondait, « Je sais, mais que faire ?» Je lui ai dit, « Laisse tomber la recherche. » Il a écrit un article où il expliquait pourquoi il était contre la centrale nucléaire. Et il a donné des arguments. Les gens ont réagi et on ne l'a plus jamais laissé en paix. Et de fil en aiguille, Boris est descendu manifester dans la rue. Comme il était extrêmement brillant, beau et attirant, il a été porté à la tête du mouvement contestataire. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev devient secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Perestroïka et glasnost, restructuration et transparence, sont les maîtres mots de sa politique. Désormais, on peut parler ouvertement des failles du socialisme. Boris Nemtsov se présente aux élections du Soviet suprême et participe à des débats télévisés avec d'autres candidats. Il n'avait rien en commun avec les autres candidats représentants des partis. Notre Boris avait les cheveux bouclés et portait un pull qui n'était même pas à lui. Je me souviens de cette émission en direct où il a dit face aux caméras en marquant une pose appuyée « Il y a assez de gens respectables qui vous promettent monts et merveilles. Alors que moi, je n'ai pas l'intention de vous promettre quoi que ce soit. Ou plutôt si, une seule chose. Je ne vous mentirai pas. » Il a dit ça en fixant la caméra avec un air très concentré. « Je vous promets que je ne vous mentirai jamais. » Génial, non? Boris Nemtsov gagne les élections et en 1990, il devient député du Soviet suprême de la Fédération de Russie. En août de la même année, un coup d'État a lieu à Moscou
et Mikhail Gorbatchev est assigné à résidence en Crimée. Une poignée de hauts fonctionnaires veut maintenir l'Union soviétique par la force et envoie des chars dans la capitale. Le président russe Boris Eltsine prend position contre les putschistes. La Russie est alors une république de l'Union soviétique. Les moscovites défendent le siège du Soviet suprême. Boris Nemtsov et sa femme Raïssa se trouvent justement en ville. Boris s'est aussitôt précipité à la Maison-Blanche et moi je l'ai suivi. J'y ai fait un aller-retour. J'avais très peur que ça finisse mal. Ça a duré 3 jours comme ça, à faire la navette entre les deux. J'ai assisté à cette fameuse dernière manifestation où Eltsine était à la tribune, acclamé par la foule. Boris était à ses côtés. Au bout de 3 jours, les putschistes sont arrêtés. Eltsine a gagné. Il peut créer à présent une Russie libre et démocratique. L'Union soviétique n'a plus que quelques mois à vivre. Eltsine a besoin d'hommes de confiance. C'est ainsi qu'en 1991, il nomme Boris Nemtsov gouverneur de Nijni Novgorod. Я ему верю, что он пойдет демократическим путем. Это абсолютно твердо. В его ум, его ответственность, его активность, безусловно. À 32 ans, Boris Nemtsov est le plus jeune homme politique du pays et le premier gouverneur de Russie. C'était assez incroyable, cette nomination de Nemtsov au poste de gouverneur. Un gars sans aucune expérience. Il était dans la politique et alors? Il était démocrate, d'accord. Mais une région avec 3,5 millions d'habitants, ça lui tombait du ciel. En 1992, la Russie connaît une grave crise économique. Les commerces sont vides, les entreprises font faillite et les salaires ne sont plus versés. Le peuple en colère descend dans la rue. Этот строй неэффективный, абсолютно какой-то зазеркальный, он уже отошел в прошлое. Il savait ce qu'il lui restait à faire. Ouvrir la ville, faire venir des étrangers et privatiser les entreprises. Il fallait que ça passe par une libéralisation des prix. Придется проводить непопулярные меры. Мы столкнемся с проблемой экстренного обеспечения продовольствием, стремительного роста цен, который уже начался, впрочем, возможно, безработица и так далее. Le jeune gouverneur ne se cache pas. Il va à la rencontre des gens modestes et les convainc de la nécessité des réformes. Pour cela, il fait venir à Nijni Novgorod l'économiste le plus renommé de Russie, Grigory Yavlinsky. Nous devions faire en sorte que les mesures prises dans un contexte extrêmement difficile épargnent le plus possible la population, tout en assurant la transition vers une économie de marché. On a acheté une énorme quantité de pétrole qu'on a stocké. Le prix du baril a grimpé et nous avions donc une réserve. On a aussi lancé un train de réforme, notamment la privatisation à petite échelle dont personne ne voulait entendre parler. On voulait vendre des poids lourds, des minibus, des bus, pour favoriser l'initiative privée en général dans le pays. Pour la première fois dans toute l'ex-Union soviétique, les particuliers peuvent acheter bus et camions lors d'enchères qu'ils organisent eux-mêmes à Nijni Novgorod. En 1994, l'usine automobile de la ville commence la fabrication d'une camionnette baptisée Gazelle, en hommage à Boris Eltsine. Gaz est le nom de l'usine et L, les premières lettres du patronyme du président. Ce véhicule bon marché sera un énorme succès commercial. Мне кажется, что более естественным и понятным с точки зрения разделения труда, в том числе и мирового, был бы лозунг «превратить Нижний Новгород в российский Детройт».
Boris Nemtsov veut attirer les investisseurs étrangers dans sa région et la faire connaître à l'international. Pour cela, il invite des hommes d'État et organise des manifestations culturelles. Nijni Novgorod accueille le Premier ministre britannique John Major, mais aussi son prédécesseur qui a droit à tous les honneurs, Margaret Thatcher. Boris Nemtsov lui fait visiter la ville et ses commerces qui sont de nouveau bien achalandés. Этот сыр мы продаем без перебора. Пожалуйста. Я слышал, ваша жена очень вкусные пироги печет. Le festival de cinéma de Moscou fait également escale à Nijni Novgorod, attirant ici des stars internationales. My name is Boris Nemtsov. My name is Richard Gere. En 1993, Moscou est le théâtre d'un deuxième putsch, cette fois contre Eltsine. Le Parlement, à majorité communiste, tente de le renverser. Des chars entrent dans la capitale. Des soldats prennent d'assaut la Maison-Blanche, siège du gouvernement russe. Eltsine reste au pouvoir et instaure une nouvelle constitution qui confère d'immenses pouvoirs au président. Boris Nemtsov le soutient. Et puis, il y a eu l'été 1994. Boris Eltsine était venu chercher Nemtsov pour l'emmener avec lui sur son bateau Rossia. Nemtsov en est revenu en piteux état. Il ne supportait pas l'alcool et avait beaucoup de mal à ingérer les doses qu'Eltsine le forçait à boire. Mais comment désobéir à son président? Un jour, j'ai demandé à Boris ce qu'il pensait des réformes engagées à Nijni Novgorod. Il m'a répondu qu'il était temps pour lui de songer à la fonction présidentielle. Eltsine, affaibli, ne peut quasiment plus gouverner le pays. Une république échappe même complètement au contrôle du Kremlin, la Tchétchénie, dont le président Djokhar Doudaïev demande l'indépendance. Moscou envoie des troupes. Boris Nemtsov, lui, est contre la guerre dans le Caucase. Nemtsov était d'emblée contre cette guerre, mais sa situation était délicate. À la tête d'une région grande pourvoyeuse de soldats, il devait faire en sorte que le recrutement se passe sans encombre. Mais c'était aussi à lui de parler aux parents dont les fils revenaient dans des cercueils. Et il y avait beaucoup de cercueils. Мы не можем допустить, чтобы в Россию плыли и ехали гробы, цинковые гробы с нашими детьми, нашими братьями. Я считаю, что необходимо осуществить очень жесткую блокаду с тем, чтобы бандитские формирования, вооруженные формирования были локализованы, и вот эта раковая опухоль бандитизма не распространялась на всю страну. La campagne dure 2 ans et cause de lourdes pertes. Selon les données officielles, environ 6000 soldats russes sont morts en Tchétchénie. Il avait pris le parti du pardon pour en finir avec la guerre. Mais il y avait des morts quand même. À Boudionovsk, Bassaïev avait tué des gens par dizaines et par centaines et milliers dans le Caucase. Et l'autre qui persiste, la guerre ce n'est pas bien. Quelqu'un dit le contraire, on y met un terme en exterminant les rebelles et les bandits. Mais non, Nemtsov voulait la gloire. En 1995,
un débat télévisé est organisé entre Boris Nemtsov et l'extrémiste de droite Vladimir Jirinovski sur les opérations militaires en Tchétchénie. L'émission se termine par un scandale qui restera longtemps dans les mémoires. Alors que la guerre faisait rage et que le pays tout entier était à genoux, qu'a fait Nemtsov? En dépit du fait qu'il était considéré comme le successeur officiel et officieux d'Eltsine, il a lancé une immense campagne de pétitions et obtenu 1 million de signatures en faveur de la fin de la guerre. Я президенту сообщил о том, что в Нижегородской области собрано 1 миллион подписей. Вот он сказал, что он понимает, насколько важны эти подписи для него и приложит все силы к тому, чтобы война была прекращена. Je me souviens très bien comment Eltsine a réagi à ces signatures. Il a dit « c'est le populisme de Nemtsov ». Les pourparlers de paix commencent peu avant les élections présidentielles de 1996. Boris Eltsine emmène Boris Nemtsov, farouchement opposé à la guerre, en Tchétchénie. En août, la Russie et la Tchétchénie signent un accord de paix. Le président russe fait encore confiance à Boris Nemtsov. Il symbolisait tout à fait l'esprit de cette époque. Il était très ouvert d'esprit, et l'est d'ailleurs toujours resté. C'était un homme pétillant d'énergie et complètement épris de liberté, sous toutes ses formes d'expression. Sans compter qu'il était beau, fougueux. C'était une très belle personne, tout simplement. En 1996, le pays est à nouveau frappé par une grave crise économique. De plus, les communistes ont la majorité au Parlement. Personne ne croit qu'Eltsine puisse remporter les prochaines élections présidentielles. Selon un sondage réalisé 6 mois avant le scrutin, Eltsine obtiendrait à peine plus de 6% des voix. Il se présente malgré tout et reçoit le soutien de Boris Nemtsov. Обычно наша область, и уж тем более Нижний Новгород, голосует в целом более демократическим образом, чем в среднем России. Но для того, чтобы на этих президентских выборах шансы возросли, необходимо провести огромную работу. И не только представителям власти, но и людям, которым дорога Россия. Eltsine concentre désormais toutes ses forces sur la campagne électorale. Il va à la rencontre du peuple, voyage en province et ne recule devant rien. Les électeurs russes n'en reviennent pas. Résultat, il gagne et fait son 5e infarctus. La victoire électorale d'Eltsine ne peut rien changer à la situation du pays. En raison de la chute du prix du pétrole, l'État n'a plus d'argent pour payer les salaires. Des réformes sont nécessaires. Mais le peuple ne fait plus confiance à ceux qui les ont conduites jusqu'ici. C'est dans ce contexte que la popularité de Boris Nemtsov augmente. Le nouveau visage de la politique russe est connu bien au-delà de sa région. Le bruit court que Boris Nemtsov va entrer au gouvernement. Contrairement au gouvernement, Boris était très populaire. On avait compris qu'il fallait qu'il entre au gouvernement par la grande porte, en tant que Premier ministre. Car avec un mandat de vice-premier ministre, il se serait fait écraser. Boris Nemtsov part à Moscou et devient vice-premier ministre. Tatiana, la fille de Boris Eltsine, lui a demandé d'aider son père. Et, à la surprise générale, il accepte.
À l'époque, je lui ai dit « Boris, à quoi tu joues? À quoi ça rime tout ça? J'ai rêvé où tu m'avais assuré avec fougue et ferveur que ce poste n'avait aucun intérêt. Il faut dire que c'était du Boris tout craché. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux? Tania est venue me voir dans mon bureau. Elle était en larmes et m'a dit que son père allait très mal, qu'il avait besoin d'aide et qu'il n'arriverait pas à remonter la pente sans le soutien de gens de cœur et de confiance. » Je n'ai pas pu refuser, ça m'a fendu le cœur. Ces moments de grande générosité finissaient toujours par triompher chez lui. En politique, ce n'est pas la meilleure des attitudes, mais sur le plan humain, vis-à-vis d'un ami, c'est assez remarquable. Le cabinet formé en mars 1997 est surnommé le gouvernement des jeunes réformateurs. Les deux vice-premiers ministres sont Anatoly Choubaïs et Boris Nemtsov, âgés de 37 ans. Les premiers temps, il n'avait pas d'appartement à sa disposition. Et il habitait chez moi. Il était là comme chez lui. Il portait mes chemises, il occupait la chambre de ma fille aînée, qui s'était rabattue sur celle de sa petite sœur. Nous vivions dans un immeuble construit sous Staline, sans système de surveillance, ni concierge. Le salaire de Boris avait été négocié avant qu'il ne prenne ses fonctions au gouvernement. Mais une fois sur place, nous avons constaté que cet engagement n'avait pas du tout été respecté. On s'est installé dans une datcha et quand les premières factures sont tombées, j'ai dit à Boris, « Comment veux-tu que je paye le loyer avec ce salaire de misère ?» J'ai rencontré Tania, la fille d'Eltsine, à qui j'ai dit que je ne pourrais en aucun cas payer le loyer d'une datcha, aussi ordinaire fût-elle, avec des revenus aussi bas. « Souhaitez-vous que nous passions en mode pot de vin ?» lui ai-je dit. Visiblement, ça lui a fait de l'effet, et au salaire aussi. Après le président et le premier ministre, Boris Nemtsov est le troisième homme de l'État. Mais que cela implique-t-il pour la position sociale de sa femme, la troisième dame du pays? Vous me demandez pourquoi je n'allais pas aux réceptions officielles. Si vous croyez que j'avais la garde-robe pour ça, les habitués de telle mondanité arboraient de magnifiques parures. J'ai accompagné Boris en visite officielle au Japon avec la garde-robe d'une amie dans ma valise. Boris Nemtsov a des pouvoirs étendus au sein du gouvernement. Il est en charge des réformes dans presque tous les secteurs de l'économie. Le tableau était le suivant. Le prix du baril de pétrole oscillait autour de $12. On avait 3 mois de retard dans le versement des salaires de la fonction publique et des retraites. C'est ainsi qu'un gouvernement qu'on a qualifié de kamikaze a été formé. Il était constitué de gens qui étaient prêts à travailler dans ces conditions extrêmes, dos au mur, et à sacrifier leur avenir politique et leur carrière pour mener à bien les réformes. Очень интересный вариант. Два молодых, понимаешь, вы и Чубайс в правительстве создаете такую же свежую молодую команду. Principale mission du gouvernement, réaliser les privatisations dans les règles de l'art. Ne pas vendre les actifs de l'État aux personnes avec qui un accord a été passé au préalable, mais aux plus offrants. Boris Nemtsov appelle cela le combat du capitalisme d'État contre le capitalisme des bandits. Il a l'idée de lancer des appels d'offres pour la vente de biens et services de l'État. Il demande aux représentants des ministères de travailler vite et d'être totalement transparents. Хочу вам торжественно объявить, я от вас не отстану. Будем встречаться ежемесячно, пока все не будет работать как часы. Готовьтесь.
Plusieurs hommes d'affaires en vue qui ont apporté un soutien financier à la campagne d'Eltsine obtiennent en échange une part importante du patrimoine de l'État. Des milliardaires comme Boris Berezovsky et Vladimir Gusinsky exercent une énorme influence sur le président. Boris est à l'origine de l'introduction du mot oligarque dans le jargon politique. Les oligarques sont des hommes d'affaires qui sont proches du pouvoir et des fonctionnaires d'État. Ils achètent le pouvoir, soudoient les fonctionnaires et exercent une influence sur les prises de décisions politiques. Et Boris leur a déclaré la guerre. Les exigences de transparence et d'ouverture des années 90 ont disparu de la télévision publique russe. Если система работает, как она работает сейчас, то снеся одну голову одного олигарха, вы получите две головы двух олигархов. Поэтому на самом деле должны быть прозрачные, ясные, равные, как вы правильно сказали, правила. Эти равные, прозрачные, ясные правила должны работать для всех, без исключения. И при этом и пресса, и оппозиция, и все, кто угодно, в том числе и представители власти, должны отлично знать, что происходит. Poutine n'avait pas encore eu l'occasion de s'occuper de la question des oligarques, comme Berezovsky et Gusinsky, qui étaient convaincus que le gouvernement devait être à la solde du grand capital. « Faites comme on vous dit », ordonnait-il. Quand on leur objectait que c'était une erreur et que nous ferions autrement, ils nous rétorquaient qu'ils allaient nous virer pour mettre à notre place des gens qui leur obéiraient. L'étendue de la corruption chez Gazprom était aussi gigantesque qu'aujourd'hui. L'entreprise faisait commerce de tout. Elle importait de la vodka, des voitures, sans s'encombrer des droits de douane. C'était un État dans l'État. Et Boris n'a pas eu froid aux yeux. Il s'est attaqué à ce problème de front, bien sûr avec le soutien d'Eltsine. Et il est arrivé à enregistrer de petites victoires, mais à court terme. Gazprom doit finalement payer plusieurs milliards de dollars de dettes fiscales à l'État. Le groupe est loin d'être emballé par Boris Nemtsov, mais cela ne fait que l'encourager encore plus. D'un côté, c'est romantique, mais c'est aussi du populisme. Quand une idée émergeait de notre groupe, elle était tout de suite portée à la connaissance du public sans avoir été votée par les représentants de l'État. Il y avait clairement violation des règles de subordination à la Maison-Blanche. Boris a fini par perdre un peu le fil. Il était sur tous les fronts en même temps, et il ne menait rien à terme. Pire encore, il ne prenait pas le temps de négocier avec qui que ce soit. Or, la Russie est un pays de parole, où les règles n'existent pas, sous Eltsine comme de tout temps. Boris Nemtsov n'est pas prêt à faire des compromis avec les oligarques. Ces derniers se mettent donc à le discréditer dans les médias qu'il contrôle. À l'été 1998, l'économie russe est de nouveau en berne. Les mineurs font grève parce qu'ils ne sont plus payés. Seuls les oligarques proches du président ont vu leur situation s'améliorer. Les réformes économiques se soldent par un échec. En un an, Eltsine congédie 2 gouvernements. L'inflation revient en force, le rouble ne vaut plus que 30 kopecks. Boris Nemtsov reste quelque temps encore vice-premier ministre, avant de démissionner de son propre chef. Je crois que Boris Eltsine avait dans l'idée de préserver son propre pouvoir et qu'il a purement et simplement sacrifié Nemtsov. À cet égard, il a fait preuve de beaucoup plus de rationalisme, de pragmatisme et d'habileté que Boris Nemtsov. Au sommet de sa popularité, Boris Nemtsov recueillait 54% d'opinions favorables. Un an plus tard, seuls 7% des électeurs le considèrent encore comme un bon dirigeant politique. Boris a entamé une traversée du désert dès lors qu'il a compris qu'il ne prendrait jamais la relève d'Eltsine. Уважаемые россияне, сейчас я решил назвать человека, который
по моему мнению, сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом 21 веке предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин. Я в нем уверен. En août 1999, Boris Eltsine établit le nouveau Premier ministre dans ses fonctions. La Russie découvre alors l'existence de Vladimir Poutine. Jusque-là, l'agent des services secrets de Saint-Pétersbourg s'était fait discret, comme il se doit dans sa profession. En revanche, les jeunes réformateurs, qui sont eux connus dans tout le pays, disparaissent complètement des écrans de télévision, y compris Boris Nemtsov. Le Kremlin avait signé leur arrêt de mort politique. Que restait-il de nous? Des cadavres politiques. Puis nous nous sommes dit que nous croyions en Eltsine, et que si Eltsine jugeait que Poutine était l'homme de la situation, c'était qu'il devait avoir de bonnes raisons. Du coup, nous avons décidé de faire de Poutine notre candidat à la présidentielle. Avec de la chance, on pourrait revenir au pouvoir avec lui. C'était du cynisme. Vous m'excuserez, mais la politique ne fait jamais bon ménage avec le romantisme. La seconde guerre de Tchétchénie éclate lorsque Poutine arrive au pouvoir. Des attentats terroristes sont commis dans la capitale russe. 2 immeubles de la périphérie de la ville et un passage piéton souterrain du centre de Moscou explosent. Les opérations militaires en Tchétchénie et la ligne dure du Premier ministre sont soutenues par le parti de Boris Nemtsov. Quelques mois avant les élections législatives, 2 milliardaires réformistes décident de financer la campagne de Nemtsov. Mikhail Khodorkovsky et Mikhail Friedman. Nous savions tous que Boris n'avait jamais accepté de pot de vin quand il était gouverneur et que d'une manière générale, il n'en avait jamais touché. Il assumait les valeurs libérales et les valeurs du marché avec une indéniable intégrité. En même temps, nous misions sur la jeunesse pour nous suivre. On a fait une tournée dans le pays. Nous avons pas mal investi dans les concerts de rock. On s'improvisait danseurs, Boris et moi. On hurlait depuis la scène, on aime la liberté, nous voulons une Russie libre. On faisait un de ces boucans. L'union des forces de droite et son chef de file entrent à la Douma. Boris Nemtsov fait son retour dans la cour des grands. Я ухожу в отставку. Я сделал все, что мог. Boris Eltsine a maintenant 68 ans, Vladimir Poutine 47. En janvier 2000, le Kremlin voit arriver un nouveau pensionnaire. Poutine est président. Il déborde de santé et il le montre au pays et au monde. Il pilote des avions de chasse, se fait filmer sur des tatamis de judo et dévale les pistes ski au pied. Принято решение. Союз правых сил поддерживает Владимира Путина на президентских выборах и в первом туре, и во втором, если он будет. Я воздержался. Вместе с Хакамадой. И до тех пор, пока нет программы у кандидатов в президента, а ее нет до сих пор, говорить о поддержке, мне кажется, было бы преждевременным. Même sans véritable programme, Poutine obtient 52% des voix dès le premier tour des élections. Quand Poutine a été élu président, alors que Nemtsov a pris la direction du parti, les 2 hommes ont commencé à se rencontrer. Ils se tutoyaient et abordaient tous les sujets, notamment leur mode de vie et leur vie privée. Boris nous rapportait certaines petites anecdotes de ses conversations avec Poutine. On était morts de rire.
Personne ne prenait Poutine très au sérieux. Tout le monde le croyait mou. On pensait qu'il serait influençable, facile à manipuler. À l'époque, personne ne se rendait compte du choix absolument tragique qui avait été fait. Ils étaient farouchement convaincus qu'ils avaient la situation sous contrôle. Если кто-то считает, что СПС станет карманной кремлевской организацией, то он глубоко заблуждается. Если Кремль будет делать глупости, то мы будем с ним бороться. En 2001, la guerre se poursuit en Tchétchénie. Des militants séparatistes ne veulent pas se soumettre au nouveau gouvernement de la République dirigé par Ahmad Kadyrov, ancien moufti et protégé du Kremlin. Le président le nomme chef de l'administration tchétchène, mais en réalité, toutes les décisions sont prises par Vladimir Poutine. Le 23 octobre 2002, une quarantaine de terroristes tchétchènes occupent un théâtre de Moscou, où l'on donne la comédie musicale Nord-Est. Ils prennent d'assaut la salle durant la représentation et font 900 otages, parmi lesquels des familles avec des enfants. Les terroristes exigent le retrait des troupes russes de Tchétchénie. Ils demandent à parler, entre autres, à Irina Khakamada, à Boris Nemtsov et au chanteur populaire russe Joseph Kobzon. Mais les services de sécurité ne laisseront pas entrer Boris Nemtsov. Il y a des gens de la cellule de crise qui l'ont appelé. On lui a dit qu'il n'était pas nécessaire qu'il se rende sur place et on lui a interdit de prendre toute initiative. Nous avons la main pour maîtriser cette action terroriste, alors faites ce qu'on vous dit, faites demi-tour et rentrez chez vous. S'il était entré dans le théâtre, il serait devenu plus populaire que Poutine dans le pays. À la fin du troisième jour, les négociations avec les terroristes tournent court. Poutine ordonne de passer à l'attaque pour libérer les otages. Les forces spéciales vaporisent du gaz anesthésique dans les conduits d'aération du théâtre, puis donnent l'assaut. Après l'opération, 130 otages sont morts selon les sources officielles et plus de 170 selon les sources officieuses. Почему не было военных врачей? Почему не отвезли в военный госпиталь? Ведь очевидно, что боевой газ и состав его, и противоядие знают кто? Военные врачи. Этих людей полуживых сажали в автобусы. И они там еще долго ждали. И свидетельства очевидцев таковы, что в автобусы они заходили живые, а выносили их оттуда мертвыми. Это такие были автобусы смерти. И мы хотим, чтобы было расследование этого дела. Pourquoi autant de morts? Personne ne le saura jamais. Les autorités s'efforcent vite de faire oublier cette catastrophe. Les chaînes de télévision publiques ont pour consigne de ne pas évoquer les victimes de l'attentat terroriste. 2 semaines seulement après les tragiques événements et sur l'ordre de Poutine, le Congrès des peuples de Tchétchénie a lieu à Goudermès, la ville natale du protégé du Kremlin, Ahmad Kadyrov. Boris Nemtsov s'y rend en tant que représentant de l'opposition. Il condamne la politique agressive de la Russie. Un brouhaha de désapprobation a couru dans la salle. Pendant la pause, alors que nous étions sortis, un homme assez jeune a accosté Nemtsov avec une certaine virulence. J'ai su par la suite qu'il s'agissait de Ramzan, le fils d'Ahmad Kadyrov. J'ai vu comment c'est arrivé. J'ai vu que le ton montait et que l'altercation était assez violente. Boris a riposté. Il n'était pas du genre à se laisser faire. Il n'avait pas la langue dans sa poche. En revanche, je n'ai pas entendu ce qu'ils se sont dit. Opinions divergentes, positions alternatives, ouverture au dialogue et à d'autres formes de démocratie, voilà qui inquiète non seulement les dirigeants tchétchènes, mais aussi le Kremlin. Cela devient particulièrement visible en 2003. Je déplore ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans notre pays,
que tout ait été chamboulé à ce point. Je ne m'attendais pas à de tels revirements. Le train des réformes a commencé à ralentir à partir de 2003. Mes désaccords avec Poutine datent de cette époque. La campagne électorale pour l'élection de la Douma en 2003 était en cours. Простые тезисы «Единой России», да? Да здравствует Владимир Владимирович Путин. Вот, собственно, вся их программа. Le parti de Poutine, Russie unie, est depuis longtemps surnommé le parti des bandits et des voleurs. Mais grâce à la propagande du Kremlin dans les médias, il a un énorme avantage lors des élections législatives de 2003. Pour un pays dans lequel on vit bien et sans honte. C'est sous ce mot d'ordre que l'Union des forces de droite de Boris Nemtsov se lance dans la campagne, avec le soutien de quelques personnes très fortunées. Je lui ai dit droit dans les yeux que j'étais disposé à soutenir son parti de l'Union des forces de droite, mais que je n'étais pas prêt à en être le sponsor vedette. Il m'a dit merveilleux. Et pour nous, c'est parfait, car nous ne voulons en aucun cas avoir un sponsor vedette dans notre parti. Nous voulons que des gens très différents nous apportent un soutien, de quelque sorte soit-il. Au cœur de la campagne électorale, le président Poutine ordonne l'arrestation de l'homme le plus riche de Russie. Mikhail Khodorkovsky, propriétaire du groupe pétrolier Yukos, est fait prisonnier comme un vulgaire criminel. Что за сигнал подает Кремль? Он подает сигнал такой. Вы знаете, если вы будете занимать самостоятельную и отличную от нашей позицию, мы вас будем в тюрьму сажать. En 2003, Vladimir Ryzhkov, futur compagnon de lutte de Boris Nemtsov, n'est membre d'aucun parti. Il n'en observe pas moins attentivement la campagne de l'opposition. Ils ont abordé la campagne main dans la main avec le pouvoir. Et un mois avant sa clôture, ils ont axé toute leur argumentation sur la critique de Vladimir Poutine. C'est ainsi qu'ils ont perdu un grand nombre d'électeurs qui suivaient encore Poutine à ce moment-là. On avait vraiment l'impression qu'ils faisaient toutes les erreurs possibles et inimaginables. Cette vidéo de campagne le montre très bien. Elle est diffusée sur les écrans des villes et à la télévision. Il y a eu ce spot publicitaire où ils sont à bord du superjet Gulfstream. Il y a des canapés et des fauteuils en cuir blanc. Je ne sais pas en quoi ils étaient faits, mais je peux vous dire qu'ils devaient être très chers. Et voilà que ces personnages sur la banquette blanche disent en chœur « Votez pour nous ». C'était complètement idiot. Nous sommes pour les pauvres, nous sommes pour les Russes, on a compris. Les pauvres forment la majorité dans ce pays et les Russes aussi. Et Nemtsov, lui, il est pour qui? Tu es pour qui, Nemtsov? Il y a bien un parti, mais il n'y a pas d'électeurs. Дочка, она же первый раз, между прочим, голосует. Есть серьезная угроза свободе России и демократии. И крайне важно, чтобы люди, для которых дорога собственная независимость, дорого будущее свое и детей, чтобы они пришли проголосовать. Près de 23 millions de Russes votent pour le parti de Poutine, soit une large majorité. L'Union des forces de droite n'obtient que 2 millions de voix, ce qui est insuffisant pour entrer au Parlement. La défaite est cuisante. Il n'avait perdu aucune élection depuis les années 1990. Donc, pendant 13 ans, il a toujours été au pouvoir. Il a été gouverneur, puis vice-premier ministre, chef du groupe parlementaire, et ainsi de suite. Mais en 2003, il est simplement redevenu Boris Nemtsov. Boris était très solide psychologiquement. Il n'a jamais baissé les bras. Il était toujours de bonne humeur. Il avait toujours des tas d'activités. Il était très autonome. « 2004. Sotchi, la ville où Boris Nemtsov est né. Il y vient un week-end avec sa fille pour une émission de télé sur les gens célèbres et leur vie privée. Il a quitté la politique et a intégré la direction d'un groupe pétrolier. Благодаря Владимиру Владимировичу
У нас в стране один политик. И вы даже знаете, как его зовут. Остальные могут сейчас пару лет спокойно зарабатывать деньги. Le business n'est pas sa tasse de thé. C'est pas son truc. Faire de l'argent pour faire de l'argent ne l'a jamais intéressé. Il est différent, il est hors norme et c'est un insoumis. Il a toujours un combat à mener. C'est un anticonformiste qui suit son propre chemin. Boris est un homme heureux de vivre. Libre, pétillant. À notre connaissance, il n'a jamais voulu d'un agent de sécurité. Il aimait les bains de foule. Il était libre, sans doute un peu trop libre. Et il affichait sa liberté avec insolence. J'ai l'impression qu'il est parti faire un tour en surf sans moi et qu'il va revenir d'une minute à l'autre et qu'on va se voir. Je n'arrive pas à parler de lui au passé. Nous nous sommes rencontrés en faisant du sport, on se voyait à la salle de sport, et on s'est vite rendu compte qu'on était tous les deux des passionnés de sport nautique. Mais nous avons une autre passion en commun, les femmes. Nous n'étions pas en compétition dans ce domaine, mais nous débattions pour savoir qui avait le plus de succès. Il avait des liaisons, mais il faisait tout pour que ça reste secret. Je ne me faisais pas d'illusions. Да, пощупайте. А это вот дочка моя, видите? Где дочь? Вот. Правда? А вы думаете, это моя новая девушка? Через пару лет, наверное, через пару лет, может, будет вернуться в политику по-настоящему. А сейчас надо зарабатывать. Надо же детей кормить, правильно? En 2004, l'opinion publique apprend que Boris Nemtsov a une seconde famille. Un fils Anton, une fille Dina, et leur mère, l'animatrice télé Yekaterina Odintsova. Il n'a jamais vécu avec eux, mais s'est toujours occupé d'eux. Je n'ai pas pu continuer à partager sa vie à partir du moment où j'ai su qu'il avait une double vie. Mais j'ai essayé. Pendant encore 6 mois, nous avons essayé de faire avec. C'est moi qui ai finalement pris l'initiative de mettre un terme à notre vie commune. Nous en avons parlé avec Jana. Jana en a parlé avec moi. Et nous avons décidé de nous séparer de lui. Mes parents sont restés en très bons termes. Ça ne fait que 3 ans qu'ils ont divorcé. Ils n'ont jamais arrêté de se parler et on s'est toujours retrouvés aux grandes occasions. À un moment, mon père aurait pu se remarier, mais il ne l'a pas fait. J'aimerais croire qu'il ne s'est pas remarié parce qu'il aimait tellement ma mère qu'il ne voulait pas en épouser une autre, et aussi qu'il n'a aimé aucune autre femme après elle. Je n'irai pas jusque-là, mais j'ai très envie de le dire. J'ai bien essayé de refaire ma vie, mais ça n'a pas marché. Tout était si simple avec Boris, vous comprenez? On s'amusait, c'était facile. On ne s'ennuyait jamais et je me sentais protégée. Je me demande pourquoi, mais je me suis toujours sentie protégée par lui. En 2004, la révolution orange éclate à Kiev. C'est d'abord une réaction à la fraude manifeste aux élections présidentielles. Les protestations durent près de 2 mois. Le perdant du scrutin, Viktor Yushchenko, finit par rétablir la justice et devient président de l'Ukraine. À la surprise de tous, Boris Nemtsov se rend à Kiev pour soutenir les révolutionnaires. Il a vu que des revirements de cette envergure étaient possibles dans une société qui ressemble à la nôtre. Et il pensait qu'on pourrait faire la même chose en Russie. Quand il est rentré à Moscou, il était transformé. Il était rempli de pathos révolutionnaire. Être dans l'opposition, ce n'est pas comme la menstruation. C'est chaque jour et pas qu'une fois par mois. Boris Nemtsov voit régulièrement Vladimir Bukovski, un dissident expulsé d'Union soviétique dans les années 70 et qui vit depuis en Angleterre. Il le convainc de participer au congrès de l'Union des forces de droite en 2005. Je lui ai dit d'entrée de jeu que je ne comprenais pas son parti et que je ne le reconnaissais pas. C'est une ineptie.
Comment peut-on être opposé au gouvernement sans être opposé à Poutine? Ça me dépasse. Il en a fait son combat et il a commencé à se radicaliser de plus en plus. En 2006, la cote de popularité de Poutine bat tous les records. Tout ce qu'il fait est avantageusement relayé par les médias proches du Kremlin. Seul un journal ose encore le critiquer, la Novaya Gazeta. Anna Politkovskaya, journaliste du bi-hebdomadaire, enquête sur la corruption au ministère de la Défense et rassemble des témoignages sur les pratiques illégales du gouvernement tchétchène. Elle prépare un reportage sur la police tchétchène, soupçonnée d'intimider ceux qui sont contre le dirigeant de la République caucasienne, Ramzan Kadyrov. Le 7 octobre 2006, Anna Politkovskaya est assassinée dans le centre de Moscou. Prenez une feuille de papier, tracez un trait au milieu et inscrivez Anna Politkovskaya à gauche et Boris Nemtsov à droite. Vous verrez que les similitudes sont troublantes entre les deux crimes. Dans les deux cas, il y a des protagonistes tchétchènes qui viennent de Tchétchénie. Dans les deux cas, il y a des conflits avec la gouvernance de la République tchétchène. Dans les deux cas, les exécutants ont été arrêtés. Dans les deux cas, il n'y a pas de commanditaire. Pour Anna Politkovskaya, l'enquête est suspendue. Pour Boris Nemtsov, la mort d'Anna Politkovskaya marque le moment à partir duquel il ne sera plus disposé à faire des compromis vis-à-vis du Kremlin. Il ne pouvait pas cautionner ce qui était arrivé. Il se rendait bien compte que les événements allaient à l'encontre de tout ce qu'il était, de son caractère, de sa nature. Tout cela était rédhibitoire. Il a décidé de basculer dans l'opposition radicale. Et quand Boris avait décidé, il y allait sans hésiter. Tout droit et jusqu'au bout. Je savais pertinemment que si je m'amusais à entretenir avec lui et à ce moment-là les mêmes rapports que j'avais eus tout au long de notre histoire commune, cela me ferait du tort dans mes affaires. Je ne pouvais pas me le permettre. C'est d'ailleurs ce que je lui ai dit et je me sens un peu coupable à cause de ça, mais je lui ai exposé la situation sans détour. J'ai été franc avec lui. Il l'a parfaitement compris. Когда чуть больше года назад убили Аню Политковскую, Путин сказал, она своей смертью нанесла нам больший ущерб, чем своими публикациями. Это было жестоко, это было цинично. La Russie sans Poutine. C'est avec ce slogan que l'opposition manifeste à la veille des élections législatives de 2007. Entre les années 2004 et 2008, la Russie s'est transformée en un paradis de la consommation. Les gens ne s'étaient jamais aussi bien portés. Poutine caracolait en tête dans les sondages. Dans la moindre bourgade, on a vu pousser les centres commerciaux comme des champignons. On n'avait jamais vu ça. Du jour au lendemain, tout le monde pouvait s'acheter un poste de télévision, un frigidaire et une voiture d'occasion. Dans ce contexte, il est bien évident qu'en tant qu'opposition, et j'en faisais partie, on s'est retrouvés complètement marginalisés. On avait 300, 400 personnes dans nos meetings, toujours les mêmes. Il faut quand même signaler qu'on se faisait régulièrement matraquer lors des marches du désaccord. У нас в России миллионы гордых и свободных людей. И как противно смотреть на чиновных халуев, которые лепят очередного вождя народов. Их надо остановить. Нет культа личности, нет халуйства. Нет коррупции. Aux élections de 2007, l'Union des forces de droite obtient moins d'1% des voix. Le 2 mars 2008, la télévision d'État russe diffuse ces images mises en scène. L'ancien et le futur président marchent côte à côte sur la place rouge. Медведев уверенно лидирует.
People don't want to hear about democracy. Do you remember that Mr. Medvedev was not elected, but he was selected? People respond, yes, we know. Считаю своей важнейшей задачей дальнейшее развитие гражданских и экономических свобод. Après ces déclarations, les gens se sont fait des idées sur la libéralisation, simplement parce que Medvedev avait laissé entendre que la liberté, c'est mieux que l'absence de liberté, ainsi que d'autres bonnes paroles aussi creuses les unes que les autres. Boris et moi avons prévenu les gens qui voulaient y croire. Tout ça, c'est du vent. L'opposition est entrée dans une zone de turbulence. Un coup terrible venait de lui être porté aux élections de la Douma. Il ne nous restait plus qu'un Poutine omniprésent dans l'espace politique. « 2008. La couleur de la révolution en Ukraine devient le symbole du nouveau mouvement russe Solidarność. L'orange pour l'opposition unie. Et c'est Boris Nemtsov qui dirige la plus grande coalition démocratique dans la Russie moderne. La fondation de Solidarność était une tentative d'opposer une résistance à Poutine. Nemtsov a publié un livret intitulé « Poutine, bilan 10 ans ». Solidarność publie régulièrement des études indépendantes sur ce qui se passe dans le pays. C'est une idée de Boris Nemtsov et aussi le seul moyen de dire la vérité malgré la censure des médias. Voici un extrait de sa première enquête, Poutine, les résultats. Des fonctionnaires volent des milliards mais personne ne les voit. Les détenteurs de grandes fortunes se cachent derrière des dizaines d'amis puissants du président Poutine. Boris Nemtsov présente les rapports sur la corruption dans la Russie de Poutine à des conférences internationales, les publie sur Internet ou les distribue lui-même dans la rue. Les documents sont tirés à des millions d'exemplaires. En 2009, Boris Nemtsov lance une nouvelle enquête. Il se rend à Sotchi pour être candidat au poste de maire. C'est la ville où il est né. Il y a passé les premières années de son enfance et il adorait cette ville. Il racontait qu'il allait à la plage avec sa maman et que c'était là qu'il avait dit ses premiers mots. Non pas maman ou papa, la première phrase qu'il a prononcée c'était « le soleil s'est levé ». Sotchi doit accueillir les Jeux Olympiques d'hiver en 2014. C'est le grand projet de Poutine. Les élections municipales de 2009 constituent donc un événement de portée nationale. Aucun de nous ne se faisait d'illusions sur l'issue des élections. Nous savions que la ville était imprenable, pour la bonne raison qu'elle était, dans ce contexte particulier, juste après Moscou en termes d'enjeux. Là encore, Nemtsov a donné des gages de sa combativité. Il avait compris l'importance de relever le défi, et il était conscient du caractère décisif des élections. Le Kremlin avait d'énormes intérêts politiques, et il avait investi des sommes colossales pour les Jeux Olympiques. La clique de Poutine y voyait une mine d'or, et elle comptait bien rafler la mise. Одна дорога Адлер-Красные Поляны стоит больше 8 миллиардов долларов. Это очень короткая дорога, это 45 километров всего дороги. В принципе, ее можно было сделать из чистого золота. Толщиной, по-моему, 5 миллиметров. А цена была бы такая. Можно ее было сделать из черной икры. 2 semaines avant le scrutin, Boris Nemtsov publie son rapport sur les Jeux Olympiques de Sotchi, avec tous les détails sur la corruption. Manifestement, son but n'est pas d'obtenir le siège de maire, mais d'attirer l'attention sur la ville. Et il y parvient. On ne nous laissait pas nous exprimer à l'antenne. On s'ingéniait à nous provoquer systématiquement. On n'avait pas le droit d'affichage pour notre campagne. La seule chose qui marchait, c'était les meetings avec nos électeurs. Et on en faisait à longueur de journée. Tout le monde reconnaissait Boris, et il y avait des attroupements chaque fois qu'il apparaissait. Nemtsov a fait son retour dans la politique nationale, mais il l'a fait à sa manière. Direct, naturel. Il n'est pas passé par les officines du pouvoir, et il n'a pas sollicité ses relations au gouvernement. Il a essayé de faire émerger la démocratie dans notre pays. Et bien qu'il n'ait pas été élu maire de Sotchi, il a considéré que cette percée démocratique était une victoire en soi. Lors des élections à Sotchi, Boris Nemtsov recueille 13,6% des suffrages.
C'est étonnant, dans la mesure où il n'avait pas accès aux médias. Le vainqueur est le fonctionnaire Anatoly Pakhomov. Le candidat du parti de Poutine, Russie unie. À partir de 2010, Boris Nemtsov est dans le viseur de la police. La nouvelle forme de protestation est baptisée Stratégie 31. L'article 31 de la Constitution russe garantit la liberté de réunion, mais seulement sur le papier. Chaque 31 des mois qui comptent 31 jours, des milliers de personnes descendent donc dans la rue pour défendre leurs droits. Le 31 décembre 2010, un meeting de soutien aux 31 articles de la Constitution pour le droit de réunion s'est tenu sur la place de l'Arc de Triomphe à Moscou. Mon père a été arrêté à cette occasion et mis en prison pendant 15 jours. Будем наводить в России порядок. Каким образом? Отправлять Путина в отставку, разбираться с его коррумпированными миллиардерами-дружками, отменять цензуру. Ça va comme ça, n'en fais pas un drame, 15 jours, ça passe vite. Il y avait une revanche politique personnelle derrière la décision d'incarcérer une personnalité politique de la Fédération de Russie 3 heures avant le Nouvel An. La décision émanait forcément du sommet de l'État. Boris n'a même pas eu droit au traitement ordinaire en prison. Le premier jour, ils l'ont mis dans une cellule sans chaise, sans lit, sans rien. Des murs en ciment et rien d'autre. Il m'a dit, tu te rends compte, ils ne m'ont même pas donné une couverture. Il a dû rester presque 24 heures sans s'asseoir. Les leaders de l'opposition sont arrêtés presque après chaque meeting. Ils restent en prison parfois 10 jours, parfois 15. J'avais une cellule dont la fenêtre donnait sur la cour de la prison. À un moment donné, j'entends quelqu'un crier de la cour « Navalny, Navalny !» Je regarde et qui je vois? Nemtsov. Il faisait déjà assez froid. Il était en train de courir avec des codétenus. Il faut imaginer ce tableau avec Nemtsov au milieu d'alcooliques, de drogués, qui couraient à ses côtés, qui faisaient des ronds dans la cour, dans l'uniforme de repris de justice. Nemtsov les avait convaincus d'avoir une activité physique. Nemtsov s'est montré très digne. À sa sortie de prison, il a continué à militer dans son mouvement contestataire en redoublant d'énergie. C'est une étape déterminante pour moi, car c'est là que j'ai compris que Nemtsov était un type loyal et droit. 4 décembre 2011, élection législative en Russie. La cote de popularité de Poutine est à son plus bas niveau historique. Seuls 44% des Russes lui font encore confiance. Mais comme toujours, son parti Russie unie caracole en tête dans les sondages. En Tchétchénie, par exemple, il recueille 99% des voix. Le président de la République caucasienne, Ramzan Kadyrov, est membre du parti de Poutine. Le Kremlin déploie d'énormes moyens financiers pour maintenir la stabilité et la paix dans la région. En échange, Kadyrov garantit des résultats records aux élections. Ailleurs, les résultats sont moins brillants qu'en Tchétchénie, mais toujours trop beaux pour être vrais. Все, кто способствовал этому результату, вам тоже большое спасибо. Они выиграли голосами Кадырова. Кадыров написал жулику и вору главному в стране. 99,5%. Россия без Путина. Que les résultats des élections aient été truqués, personne ne peut le nier. Dès le lendemain, l'opposition proteste sous le slogan « Rendez les voix volées ». Des milliers de Russes participent à la manifestation qui entrera dans l'histoire du pays. Le 5 décembre 2011, il s'est produit quelque chose d'incroyable. Un immense rassemblement a eu lieu sous les arbres d'un boulevard tout enneigé.
La foule était si dense qu'on ne pouvait plus bouger. Quelque chose de grave avait dû se produire pour que tant de gens descendent dans la rue. Après cette grande manifestation, il y a encore eu d'autres rassemblements non autorisés. Quelques centaines de gens ont été arrêtés. Une centaine d'entre eux, dont je faisais partie, ont été incarcérés entre 10 et 15 jours. Le 10 décembre, c'était 100 000 personnes dans la rue, acteurs du mouvement de protestation inédit qui a marqué les années 2011 et 2012. Nous y repensons avec nostalgie aujourd'hui. À Moscou, ces rassemblements de masse ont lieu désormais tous les mois. Les médias officiels tentent de minorer leur importance, mais sur Internet circulent sans cesse des vidéos qui montrent la véritable étendue des protestations. Le 7 mai 2012, le président Poutine entre en fonction. Le centre de Moscou est fermé aux voitures, mais aussi aux piétons. Visiblement, les services de sécurité ont peur, car voilà à quoi ressemble le centre-ville la veille, le 6 mai. Nemtsov avait très peur que ça tourne mal. Bien sûr, il y avait des gens pour nous dire de ne pas y aller, car Poutine était dans un état de grande fragilité et d'instabilité émotionnelle. Il nous mettait en garde. Vous organisez une manifestation la veille de son investiture, la réaction sera sans merci. Nous avons malgré tout maintenu la manifestation. Nemtsov a pour sa part toujours été pour. Il était d'avis que si nous nous laissions intimider, quelles que soient les menaces qui pesaient sur nous, les choses empireraient après. On a vite compris qu'on était embarqué dans une provocation. J'ai vu que le cordon de sécurité n'était pas à l'endroit prévu. Je suis aussitôt allé trouver les forces de l'ordre pour le leur rappeler. Je me suis adressé à leurs représentants pour qu'ils donnent l'ordre de laisser le passage aux manifestants. J'ai invoqué le plan de manifestation. Je l'ai imploré de ne pas livrer les manifestants à cette bousculade dangereuse. Au lieu de permettre aux gens d'accéder à la place Bolotnaya, ils ont tout fait pour bloquer le passage. Nous nous sommes assis par terre. Nous avons baptisé cette manifestation « sitting » pour démontrer nos intentions pacifiques. Mais là, tout s'est emballé. OMON, les forces spéciales de l'intérieur russe, nous sont tombés dessus à grand renfort de matraques et de coups de pied. C'était très brutal. Nemtsov a été interpellé presque au tout début de la manifestation. Il s'était frayé un chemin jusqu'à la scène, avait pris un mégaphone et il est monté à la tribune. Ils l'ont descendu de là-haut par la force. Клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Bilan des manifestations, plus de 40 personnes sont hospitalisées. 650 se retrouvent derrière les barreaux et 12 écopent d'une peine de prison. Les leaders du mouvement de protestation, dont Boris Nemtsov, sont vite relâchés, mais leurs appartements sont perquisitionnés. Le président Poutine a repris les rênes du pays. Он после инаугурации сделал окончательную ставку на репрессии, на полицейские дубинки, на ОМОН, на фальсификации, на все на это, на все эти гнусности. Сделал он эту ставку рационально. Доверие к нему падает. Верит он только кадыровским полкам и ОМОНу. À 300 km de Moscou, la ville de Yaroslavl. Yaroslavl compte plus d'un demi-million d'habitants. On y trouve un parlement régional, un Kremlin en pierre blanche, et de nombreux électeurs qui soutiennent l'opposition. En 2012, le candidat indépendant Yevgeny Ourlachov est élu maire avec le slogan « Contre les bandits et les voleurs ». Ce n'est pas au goût du parti de Poutine. Le maire se retrouve dans une prison moscovite pour un motif fabriqué de toutes pièces. En 2013, la ville voit arriver un célèbre leader de l'opposition. Boris Nemtsov est élu au Parlement régional.
Après les manifestations de décembre 2011 et du printemps 2012 et l'écrasement de notre manifestation le 6 mai 2012, les gens libéraux dans ce pays voulaient une riposte. Quand Boris a gagné les élections en 2013, qui plus est dans une ville qui n'était pas la sienne, la victoire enregistrée a été de taille. Ils étaient persuadés que Boris ne se relèverait pas, et ils ne l'avaient pas du tout calculé. Ils ont attendu la dernière semaine de campagne pour se lancer dans une campagne de contre-propagande. Quelques instants avant cette empoignade, un activiste pro-Kremlin a lancé des œufs sur Boris Nemtsov. Mais la provocation échoue. Tous les témoins confirment la version de Nemtsov et des dizaines de milliers d'électeurs votent pour lui. Il est reparti de zéro pour mener à bien son grand combat pour la démocratie en Russie. Parti de zéro, celui-là même qui était devenu tour à tour gouverneur, vice-premier ministre et successeur officiel ou semi-officiel du président, en route pour Yaroslavl. Tout le monde lui riait au nez, tous ces gens imbus de leur mandat de la plus haute importance. Il est reparti chaque fois de zéro pour démontrer que les valeurs priment sur le statut. Tel était Boris. C'était plus fort que lui. Il nous a tous bluffés quand il s'est acheté un appartement à Yaroslavl, où il s'est vraiment attelé aux dossiers locaux. Тема, что куплю я квартиру или не куплю, была главной на этой всей кампании. Везде, в любом дворе Ярославском и в области меня об этом спрашивали. Никто не верил, естественно. Говорили, да, это все вы так говорите и так далее. Le nouveau résident de Yaroslavl représente une menace pour les autorités locales. Première victoire du député Boris Nemtsov, la démission du vice-gouverneur qui avait détourné de l'argent. Son bureau en centre-ville devient le quartier général de l'opposition. Хорошая новость сказать. Впервые в этом году стал падать рейтинг Путина. Как тебе? Опа, нравится? Мне нравится. Mais très vite, la cote de popularité de Poutine passe à l'arrière-plan. En novembre 2013, la situation s'envenime en Ukraine. Des centaines de milliers de personnes réclament le départ de Yanukovych. Son gouvernement est considéré comme corrompu et ses liens étroits avec la Russie paraissent suspects. Son refus de signer l'accord d'association avec l'Union européenne est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En février 2014, le centre de Kiev est en état de guerre. Le gouvernement ordonne de tirer sur les manifestants. Yanukovych se réfugie en Russie. L'opposition gagne, mais la Crimée est perdue. Sur cette péninsule de la mer Noire, la majorité des habitants parlent le russe. La Crimée appartient à l'Ukraine depuis 1954, mais cela ne prend un sens qu'après l'effondrement de l'Union soviétique. En février 2014, le président Poutine profite de la crise en Ukraine pour envoyer des troupes et annexer la Crimée. Krim Nash, la Crimée est à nous. Dans un élan d'exaltation patriotique, la plupart des Russes y voient une victoire de leur président. À Moscou, l'opposition organise une marche de la paix. Des dizaines de milliers de personnes manifestent leur désaccord avec la politique agressive de Poutine. Я не хочу войны, я хочу, чтобы у нас с Украиной были дружеские отношения. Я не хочу изоляции России, я не хочу, чтобы Россия была в кризисе, не хочу, чтобы наш народ страдал. Вот. Я не вижу ни одного преимущества по оккупации Крыма.
Au printemps 2014, une guerre civile éclate dans l'est de l'Ukraine. 2 régions limitrophes de la Russie déclarent leur indépendance, Donetsk et Lugansk. Les médias du Kremlin parlent d'une population en liesse. L'est de l'Ukraine sera désormais appelé la Nouvelle Russie. Des milliers de volontaires russes vont y combattre. Людей не просто зомбируют, а людям выворачивают сознание, чтобы он был готов проливать кровь непонятно за что, воюя, например, с братьями-славянами с Украины. Путин будет проклят. Cette interview, Boris Nemtsov la donne sur une chaîne de télévision ukrainienne. Alors qu'il assistait à une conférence à Kiev, Boris Nemtsov s'est laissé aller à des déclarations obscènes sur Vladimir Poutine. L'un des participants a enregistré ses propos avant de les diffuser sur YouTube. Он ёбнутый Владимир Путин, чтобы вы поняли. Понятно, да? Cette vidéo a été très mal accueillie et elle a provoqué de vives réactions. Que l'on puisse impunément injurier publiquement le chef à la tête du pays était irrecevable pour les gens. L'une des femmes dont le mari était en relation d'affaires avec le gouvernement tchétchène et proche de Kadyrov a porté plainte auprès des organes de juridiction compétents pour lui coller un procès. Je l'ai prévenu. Ils vont te coincer, tu sais, Boris. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu peux aller aussi loin que tu veux, mais en aucun cas tu ne dois attaquer Poutine. Environ 10 mois avant sa mort, Boris Nemtsov commence à rassembler des documents sur les troupes russes en Ukraine. Nemtsov s'intéresse de près à la participation des hommes de Kadyrov dans le conflit ukrainien. Le 30 mai 2014, il envoie même une lettre à l'entête de la Chambre des députés de Yaroslavl au chef du renseignement. Il veut en savoir plus sur les troupes de Kadyrov stationnées dans le Donbass et sur leur rôle dans les combats en Ukraine. Boris Nemtsov n'obtiendra jamais de réponse à ces interrogations. Ces images ont été prises dans le métro moscovite 2 semaines avant l'assassinat. Boris Nemtsov distribue des tracts appelant à participer à une marche de protestation le 1er mars 2015 à Moscou. Une semaine avant l'assassinat. Avec sa fille et son ex-femme, Boris Nemtsov se rend à Yaroslavl pour parler de la marche de protestation. Il veut continuer à se battre pour une Russie sans Poutine. Il a passé 2 heures debout à aborder tous les sujets. Les gens l'écoutaient. Ça a été sa dernière apparition publique, mais il se sentait un peu malade. Je lui ai demandé s'il ne serait pas mieux pour lui de s'en tenir là, et il m'a dit que non, qu'il continuerait tant qu'il en aurait la force. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мы точно победим. Ярославль будет свободным. Россия будет свободной. Nous avions le sentiment qu'il était en danger. Il en était conscient aussi d'ailleurs. Nous évoquions surtout la possibilité qu'il soit incarcéré. Je lui disais, s'il t'enferme pendant 10 ans, tu fais quoi? Il disait que Poutine n'avait pas besoin de ça, et encore moins de l'éliminer physiquement. 3 heures avant l'assassinat, au pied des murailles du Kremlin, Boris Nemtsov est invité à la station de radio Écho de Moscou. Il invite les auditeurs à se rendre à la manifestation prévue le 1er mars. Приходите, приглашайте своих близких, родственников, родных, любимых, нелюбимых, всех. Après l'émission, Boris Nemtsov retrouve son amie ukrainienne Anna Doritskaya. Ils dînent ensemble dans un petit restaurant du centre commercial Goum sur la place Rouge. Vers 23h30, ils quittent le restaurant et rentrent chez eux à pied. Ils passent devant la cathédrale Saint-Basile et les murailles du Kremlin,
puis prennent le grand pont qui enjambe la Moskova. Après quelques dizaines de pas, un premier coup de feu le frappe dans le dos. L'assassin tire 6 coups. Boris Nemtsov meurt ici, dans le centre de Moscou, à quelques mètres du Kremlin. Comme on l'a appris par la suite, il n'est pas mort à la première balle. Il a essayé de se relever. On lui a tiré dessus encore une fois, il s'est effondré. C'était typique de Nemtsov de tomber et de vouloir aussitôt se relever. Il est touché, mais il veut se relever. Tout ça sous le regard des gens. Sur le pont qui mène au Kremlin. Mort d'une balle tirée par un ennemi en chair et en os. Ce n'est pas un hasard, cette balle tirée par un ennemi. C'est une belle mort. Et je crois que c'est celle que Boris aurait voulu. Cette nuit-là, le porte-parole du président rapporte la réaction de Poutine. La mort de Nemtsov porte les marques d'un meurtre commandité et à tout d'une provocation. Une semaine plus tard, les 5 premiers suspects sont arrêtés. Zahour Dadaïev, le tireur présumé, est un combattant chevronné. Il est officier d'une unité d'élite tchétchène. L'enquête est terminée. Les suspects et leurs avocats peuvent prendre connaissance des résultats jusqu'à fin février. 2 autres suspects qui connaissent peut-être aussi le commanditaire du meurtre sont en cavale. L'un d'eux a des parents influents en Tchétchénie, au Conseil de la Fédération et au Parlement russe. Et Poutine, il fait quoi? Il arrête Ramzan Kadyrov? Mais est-ce qu'il a vraiment besoin d'une nouvelle guerre en Tchétchénie, alors que là-bas, il y a déjà 50 000 hommes aux frais de la Fédération de Russie? Non, Poutine n'a aucune envie de se frotter à l'armée de Kadyrov. En Russie, tous les crimes politiques commis par des tueurs à gages ont un point commun. Jamais le commanditaire n'a été retrouvé. Voici la tombe de la journaliste Anna Politkovskaya, assassinée en 2006. Et voici la pierre tombale de Boris Nemtsov, abattu en 2015. Ce sont les monuments des meurtres politiques non élucidés. Mais il manque toujours le nom des commanditaires. On sait juste qui a tiré les coups de feu. Les balles gravées dans la stèle sont là pour rappeler que le vrai coupable court toujours. C'est un des principaux bilans de l'ère Poutine. Il laissera à la future génération le funeste souvenir de l'assassinat de Nemtsov par balle tirée dans le dos. Boris aurait-il pu devenir président? Probablement que oui. Mais pas dans notre pays. Nous avons des stéréotypes bien ancrés. Qu'on le veuille ou non, l'image qu'on se fait du président est apparentée à celle du tsar. Boris n'était pas comme ça. C'était un jeune homme tout à fait normal. Boris Nemtsov était un grand symbole des profonds bouleversements historiques qui ont marqué les années 1980 et 1990. Il a incarné l'espoir d'un avenir meilleur, d'un avenir de liberté sur une très longue période. C'est ce qui va rester de lui.